souvenir d'hier. Silhouette s'esquisse tout entière, disparue dans un coin d'univers, évaporée, un rayon de lumière, éphémère au creux de l'été, à jamais envoûté. Éphémère au creux de l'été, à jamais allié. Battement d'ailes dans la rue, sous la lune, et tout est dit et fait perdu dans la lagune. Se confondent leur douceur éveillée. Mêlés disparaissent, s'immerger sur éphémère au creux de l'été, à jamais envoûté. Éphémère au creux de l'été, à jamais allié. Tendrement dissipé, envolé. Éphémère, un éclair nébulaire. Hector, par Claire Borsini. Restez en place, on se retrouvera évidemment tout à l'heure. Il y a si peu, sur une grande chaîne nationale, une chaîne qui émet des informations quotidiennes en continu, Éric Zemmour disait ceci. Réfléchir à une chose. Qu'est-ce que la haine? On n'en sait rien. On n'en sait rien. Vous comprenez ce que je veux dire? On a le droit de ne pas aimer tout le monde. On a le droit de ne pas aimer, on a le droit de détester, on a le droit d'aimer, on a le droit... C'est du sentiment, vous comprenez ce que je veux dire? Eh oui, qu'est-ce que la haine? Et M. Zemmour ne sait pas ce que c'est, juif comme il est, il ne sait pas ce que c'est que la haine, surtout ce qu'engendre cette haine. 6 millions de juifs morts, le génocide au Rwanda, les Arméniens, le 11 septembre, le 11 novembre, les attentats ici en France, la haine, nous savons ce que cela engendre, mais pas M. Zemmour. On parlera de lui tout à l'heure. C'est Avant-Garde, la première édition de la saison, installée où? À Rare Galerie. Et je retrouverai celles et ceux qui, tout au long de leur parcours divers, font l'actualité culturelle de ce beau pays qu'est la France, que Zemmour ne connaît pas. Générique, s'il te plaît.
La face cachée d'Éric Zemmour par Luc Châtel, préface de Denis Robert. Monsieur Châtel, bonjour, vous avez le micro. Bonjour. Vous êtes ma star du jour. Vous commencez l'année avec moi, vous vous rendez compte. Journaliste au quotidien Le Monde, essayiste, éditorialiste aussi parfois. Et ce livre sorti, cet essai sorti, cette enquête sortie juste avant les élections, mais qui n'a pas eu l'écho qu'il fallait, et j'ai tenu à reprendre évidemment cette saison avec. Comment allez-vous? Bien, merci. Et quand on vous pose la question, qui êtes-vous, monsieur Châtel, répondez quoi? Qui je suis? En fait, donc vous m'avez présenté comme journaliste. Il se trouve que depuis quelques semaines, quelques mois, je suis plus journaliste. En fait, je dois vous avouer que j'ai quitté cette profession. C'est vrai que pourtant, je travaillais notamment pour Le Monde. Et ce livre explique un peu en partie pourquoi j'ai quitté cette profession après avoir exercé pendant 25 ans dans différents médias. Parce que je suis déçu, et le mot est faible, par ma profession. Et un des éléments de cette déception, c'est notamment tout ce qui s'est passé autour de Zemmour depuis des années, depuis très longtemps. Je considère que, je ne suis pas le seul, que les médias, essentiellement les médias de masse, les médias audiovisuels, ont contribué à faire monter le phénomène Zemmour. Et ce livre reprend notamment justement tous les processus médiatiques qui a permis à cette personne de devenir au premier plan de la scène jusqu'à devenir candidat à l'élection présidentielle. Nous avons eu l'exemple un peu édifiant de M. Trump aux États-Unis, mais qu'est-ce qu'il fait que celles et ceux qui sont en charge, évidemment, d'éclaircir la mémoire, d'illuminer la mémoire du peuple français se taisent? On a beaucoup d'historiens en France, oui. On a beaucoup de chercheurs en France. Oui. Alors non, mais justement, les historiens ont fait le travail, en tout cas beaucoup d'entre eux ont publié des livres. Il y a beaucoup de livres qui sont sortis et par des historiens de premier plan. Je pense à Laurent Joly, je pense à Gérard Noiriel, qui ont fait des livres à répétition pour expliquer que tout ce que disait Zemmour sur les plateaux de télé et ce qu'il écrit dans ses livres, il fait prétention d'historien, entre autres choses, avec beaucoup d'éléments qui sont factuellement faux, scientifiquement faux. Donc c'est pas que un propagateur de haine, c'est un propagateur de mensonges. C'est vrai que les deux vont parfois ensemble. Donc les historiens, eux, font leur travail. En revanche, ce qu'on peut constater, c'est que le travail des historiens n'a peut-être pas, et de ces historiens, n'a peut-être pas été assez relayé, en revanche, sur les grands médias. C'est-à-dire qu'on a beaucoup vu Zemmour. Si vous allez dans la rue, évidemment, tout le monde connaîtra Zemmour. En revanche, je pense que vous entendrez beaucoup moins de personnes vous dire qu'ils connaissent Laurent Joly ou Gérard Noiriel, qui ont démonté un à un, et c'est pas les seuls, toutes les contre-vérités, mensonges de Zemmour, notamment, mais entre autres, hein, il y a une liste, la liste est très très longue, notamment quand il essaye de réhabiliter Pétain. Quand il essaie de réhabiliter Pétain. J'ai fini la saison en compagnie d'un journaliste de CNN qui me disait que si Hitler était vivant, il serait chez Hanouna un soir. Oui, tout à fait. Alors il y a une chercheuse du CNRS qui a étudié le temps d'antenne des candidats à la dernière présidentielle dans les émissions d'Hanouna. Et il se trouve que Zemmour, à lui seul, parmi tous les autres candidats, tous les entailles, représentait plus de 50%, à peu près 52% du temps d'antenne. Ce qui a énervé Cyril Hanouna, qui a commencé par répondre à sa façon, des insultes. Et il a fini par dire pourquoi il avait autant invité Zemmour, parce que ça fait exploser l'audimat. Voilà. Et donc, comme tout le monde parle de Zemmour, on parle de Zemmour. Mais qui est ce tout le monde qui parle de Zemmour si ce n'est les médias? Donc il y a un cercle vicieux infernal qui s'est installé, et donc les émissions comme celle de Cyril Hanouna, alors qui est la plus spectaculaire, donc qu'on voit le plus, mais moi ce qui me pose problème, c'est que des médias dits plus sérieux, plus respectables, qui font pas de l'info-spectacle comme le fait Hanouna, ont contribué à mettre en avant ces idées, et dont des chaînes du service public. Je veux dire, il a été sur France 2 toutes les semaines.
il a commencé avec moi à François et il ne s'est jamais arrêté à mon bureau. Et il n'a jamais voulu débattre avec moi. Je crois qu'il choisit ses cibles et il choisit aussi celles et ceux à qui il s'adresse. La face cachée d'Éric Zemmour, c'est signé Luc Châtel. On aura l'occasion d'approfondir un peu tout à l'heure les bonnes épices de ces pages, comme j'aime à le dire. Mais pour l'heure, retrouvons évidemment Hector by Claire Borsini. Comment allez-vous ? Merci beaucoup pour ton invitation. C'est un plaisir pour nous d'être là. C'est notre première émission. Oui. On est un jeune groupe, donc on est vraiment très content de découvrir ton émission, tes invités et de pouvoir jouer ici avec toi. Et comme quoi, on peut toujours parler de choses sérieuses et s'agrémenter de très bonne musique. Présente-moi tes amis, s'il te plaît. Alors, tu as ici Kevin à la guitare, qui a fondé le groupe aussi avec moi, et on compose ensemble, il arrange, et il s'occupe aussi de toutes les vidéos et montages vidéo qu'on peut voir sur nos réseaux sociaux. D'accord. Je te présente Sacha, qui est à la batterie réduite, qui est aussi un très bon pianiste, qui nous a aidé un peu à arranger certains morceaux au piano également. Et ici, tu as Alice à la basse, qui fait aussi les chœurs avec moi. Donc je suis très contente de l'avoir rencontrée, d'avoir une femme dans le groupe déjà, et en plus avec une jolie voix qui double très bien la mienne. Qui assure les chœurs et Claire, évidemment, lead. Et comment t'es venue l'idée ? Moi, de toute façon, je ne vais pas faire comme si j'étais pas au courant. Tu as eu à installer un peu l'idée en toi un 1er avril. Comment ça s'est passé ? Raconte. Eh ben, en fait, c'est intéressant que tu commences l'émission en parlant de la haine. Parce que justement, en fait, l'inspiration vient d'un danseur qui vivait en Syrie, qui a été dans le camp de réfugiés en Syrie, et qui a dansé dans un théâtre en ruine. Après les bombardements qu'il y a eu en Syrie, il a dansé dans les ruines de sa ville. Et pour combattre la haine et la guerre, lui, il a utilisé l'arme, la danse qui était pour lui son arme. La culture, l'art. Comme arme, et du coup ça c'est l'inspiration pour ce qu'on raconte. Donc on a c'est un concept. Hector, c'est à travers 11 compositions on raconte la vie de ce danseur que j'ai du coup arrangé à ma sauce. C'est pas C'est un concept album. C'est un concept album, et donc là la première chanson qu'on a jouée c'est Éphémère, ça raconte l'amour, la première fois qu'il rencontre l'amour, et la chanson qu'on va jouer après ça s'appelle Ruine, c'est la toute première composition qu'on a eue dans Hector. Et donc ça raconte comment il va marcher dans les ruines de sa ville après les bombardements et après comment il va s'en relever et comment il va se mettre à danser. En fait, ça pourrait faire l'objet d'un long métrage aussi. Hein. Eh ben, je ne sais pas s'il y a pas un moyen film. métrage avec un danseur. Mais si tu cherches un danseur, tout à l'heure, je t'en présenterai un chorégraphe qui est à l'Opéra de Paris et qui accompagne son ami qui est styliste. Claire Borsini. Et Claire Borsini, comment tu es venue à la musique ? Alors moi, je suis née dans une famille où tout le monde joue un peu de la musique. Donc au cours des repas familiaux, il y avait tout le temps de la musique. Et après, je me suis mise au piano, j'ai fait les cours Florent, donc j'ai fait du théâtre. Et après, je me suis dit qu'en fait, je voulais mélanger le théâtre et la musique. Et du coup, raconter une histoire en musique, c'était un bon moyen de mélanger les deux arts que j'aime vraiment beaucoup. Et justement aussi par rapport au fait d'utiliser l'art comme arme, moi mes inspirations quand j'étais toute petite c'était vraiment Molière et La Fontaine, je mettais les fables un peu en musique et je trouve que l'artiste, et justement tu parlais des médias, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'artistes qu'on ne met pas en avant, qui ont des choses à dire et on met parfois en avant ceux qui n'ont pas grand chose à raconter, donc voilà. Ouais, c'est le système de l'audimat qui veut ça et puis tu sais en émission culturelle il y a à manger et à boire. Mais ici, chez moi, on a les deux. On est bien reçus. On est bien reçus. Un second titre et encore merci d'être venu dans l'émission. Merci à toi, Wilson. Merci. La paume de sa main de pierre amassée glisse délicatement dans ses poches trouées.
d'un édifice autrefois maisonné. Pierres précieuses de ruines enterrées. Larmes et poussière ont plâtré ses yeux, laissant place à un creux. Enferme à double tour ce tableau cendreux, laissant place à un creux. Son corps provoque une onde de choc, une transe profonde. Son bras est une arme et s'apprête à déferler. Le souffle coupé, la chair entaillée, comme une balle tirée. Son regard porte au loin, son visage relevé, pesé par les larmes que le sel a rongées. Délaisse l'édifice autrefois maisonné. Pierres précieuses de ruines enterrées, emportées dans le souffle du vent. Son corps provoque une onde de choc, une transe profonde. Son bras est une arme et s'apprête à déferler. Le souffle coupé, la chair entaillée, comme une balle tirée avant s'électriser. Son corps provoque une onde de choc, une transe profonde. Son bras est une arme et s'apprête à déferler. Le souffle coupé, la chair entaillée, comme une balle tirée. Dans la paume de sa main, deux pierres se trouvaient, scellées dans les ruines de débris enterrés. Reste d'un édifice autrefois maisonné. Pierres précieuses de ruines oubliées. Hector, par Claire Borsini. Merci. Merci. Merci encore. On retrouve Luc Châtel. Ça décoiffe. Hein. Ça décoiffe. Ouais. Et ça fait vraiment du bien. La face cachée d'Éric Zemmour aux éditions Arcade 17. Comment vous avez procédé? Comment vous avez mis en place cette enquête? En fait, j'avais déjà commencé à enquêter sur Zemmour il y a pas mal d'années. En 2012, j'avais publié un livre qui s'appelait Les Tartuffes du petit écran, qui était une série de portraits un peu à l'acide de différents animateurs, présentateurs, pseudo-journalistes de la télévision. J'ai essayé d'analyser notamment ce registre de la provocation sur lequel ils essayaient de jouer, mais c'était des portraits. Et j'avais donc déjà, à cette occasion-là, fait le portrait d'Éric Zemmour, qui m'avait permis de voir, enfin, je le savais déjà avant de faire le portrait, mais j'avais creusé, et quelles étaient ses convictions, si on peut appeler ça des convictions. Et en fait, quand j'ai vu tout ce qui se passait avec ces premiers sondages qui ont commencé à sortir à peu près un an avant la présidentielle. C'est lui d'ailleurs, hein, c'est son équipe qui les avait commandés, où il commençait à apparaître avec des scores dépassant les 10%. Et donc petit à petit, tout l'emballement médiatique qui a suivi, c'était une forme de réflexe en fait. Je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, il faut et notamment il faut que je rappelle par rapport à ce qui est en train de se passer. Parce que évidemment, pendant la campagne présidentielle, on a vu tous les propos qu'il a pu avoir qui étaient encore plus inadmissibles, et puis des propositions complètement folles, enfin, sur les prénoms, sur tout un tas de choses. Je me suis dit, il faut quand même qu'on rappelle, essayer de dire que il y a une part de responsabilité des médias, et pendant la présidentielle, on l'a vu, ça a été délirant, quoi. Je veux dire, il était partout, on parlait que des thèmes qu'il mettait en avant, le grand remplacement, l'immigration, l'identité, ça a contaminé même quasiment toute la classe politique et toute la campagne pendant plusieurs semaines. Et donc voilà, j'ai eu besoin de faire ce livre un petit peu coup de poing, un petit peu défouloir aussi. Ouais, mais les gens, moi
pour l'avoir connu, travailler pas loin de son bureau, Éric Zemmour n'a pas fait l'école de la République, il a fait une école confessionnelle juive non mixte. Donc toutes les conneries qu'il sort sont basées sur l'apprentissage à la vie qu'il a reçu. Quand il condamne l'inclusion, c'est parce que ils étaient entre eux. Et il a grandi comme ça. La première fois qu'il est rentré, il a fait Sciences Po, tout de suite après sa scolarité, dans une école conventionnée juive. Et les gens ne savent pas beaucoup le parcours d'Éric Zemmour. Oui, alors c'est vrai que son parcours permet de mieux saisir un des aspects du personnage qui est son cynisme absolu. Puisque il dit, et donc ce qui est vrai, qu'il vient d'un milieu plutôt populaire, et donc il le met beaucoup en avant. Il se prétend le porte-parole des classes populaires, comme il a pu le dire dans une interview au Figaro, comme il a pu le répéter et qu'il le répète régulièrement. Sauf que ce porte-parole des classes populaires, depuis qu'il a quitté son milieu d'enfance, je veux dire, il n'y a plus du tout remis les pieds. Il vit dans je ne sais plus quel arrondissement, le 8e, je crois, un des plus riches de Paris, et depuis 20-30 ans qu'il exerce le métier de journaliste, il passe sa vie dans des restaurants de luxe, des hôtels de luxe, à côtoyer l'élite du pays. L'élite du pays dont il a été le salarié, lui qui veut faire exploser le système. Et qui ne l'a pas surtout adoubé, puisqu'il n'a jamais réussi à rentrer à l'ENA. Oui, alors l'ENA, oui, mais après, c'est vrai qu'il est rentré dans des médias qui appartiennent à des grands groupes industriels, et il y a en effet ajouté à ce cynisme ce fond de revanche sociale vis-à-vis de certaines élites qu'il conspue en permanence, mais avec lesquelles il vit et dont il est le complice et en partie le produit, puisque les élites médiatiques l'ont placé sur le devant de la scène. Donc, mais comment il a rencontré M. Bolloré? Comment ça s'est passé? Alors ça, après, dans les détails, je ne sais pas, mais comme on a cru comprendre que Vincent Bolloré avait un projet politique, alors là aussi parfaitement communautariste pour la France, communautariste au sens de on va mettre les valeurs catholiques traditionnelles, traditionnalistes, voire intégristes le plus possible en avant. Comme il a ce projet pour la France, Bolloré, évidemment qui d'autre pour le porter médiatiquement que Zemmour, qui était le plus visible et qui semble partager avec lui. Là aussi, quand on lit son discours et la façon dont il parle des racines chrétiennes de la France et tout ça, comment peut-il prétendre, alors sans parler de la haine raciale, comment peut-il prétendre être président de la République, c'est-à-dire président de tous les Français, parler de la République, alors qu'il en est le premier facteur de division. Le petit recueil qui se lit très vite aussi a été préfacé par Denis Robert, qui aussi n'est plus journaliste et qui a aussi quitté la profession. Et comment vous vous êtes rencontrés et pourquoi Denis Robert préface Alors, il est toujours journaliste, parce qu'il a créé un média propre à lui. Ouais, un site Blast, qui fait des enquêtes journalistiques, qui fait un super travail. J'ai croisé sa route plusieurs fois. J'avais notamment participé à la création d'un site qu'il avait lancé, Hexagone, un site internet qui a duré un an et demi, qui était un super site d'enquête. Donc voilà, on se connaît, on s'apprécie, et c'est comme ça que j'ai voulu, et notamment parce que dans sa préface, c'est quelqu'un avec qui je partage la critique du journalisme. Denis Robert, c'est quelqu'un qui a fait des enquêtes, qui est un grand journaliste français, qui avait commencé une de ses premières enquêtes, c'était sur l'affaire Grégory pour Libé. Ensuite, il y a eu toute cette affaire Clearstream, où c'est quand même un de ceux qui nous a aidé à comprendre ce qui se passait dans les paradis fiscaux et jusqu'en Europe même, notamment au Luxembourg. Il a collaboré aussi aux médias de la France Insoumise, mais il s'en est alors détaché. Ça a été plus compliqué, mais donc il a ce discours assez critique, assez libre aussi sur la profession, et donc voilà, c'était assez naturel pour moi de lui demander la préface. Luc Châtel, La face cachée d'Éric Zemmour, aux éditions Arcane 17. Je les ai rencontrés à Marcillac et je ne regrette pas. Je suis bien heureux de vous avoir rencontrés. On essaiera de rester en contact et surtout de nous faire venir Denis Robert, que nous aimons beaucoup. Avec ici plaisir. aussi. Merci d'être venu dans l'émission. Merci pour l'invitation. Merci. Je vais vous raccompagner avec un des meilleurs commentateurs de sport du monde arabe, pour ne pas rester en arabe. Et surtout pour choquer Éric Zemmour. Comment se prépare la Coupe du Monde en ce moment?
Bon, vous vous demandez tous combien je mesure, là. En fait, je mesure 1 mètre virgule. Même la virgule, elle est petite. Le problème avec ma taille, c'est que quand je me rase, on me prend pour un mineur. C'est le problème. La dernière fois, j'ai pris l'avion, je me suis rasé. Il y a une hôtesse de l'air qui arrive, qui me dit « Oh, qu'il est mignon, ce petit bout de chou. Alors comme ça, on voyage tout seul, comme un grand. Kirikou n'est pas grand, mais il est vaillant. » Non, alors depuis ce jour-là, je me laisse pousser la barbe. Comme ça, il n'y a plus aucun doute. Ah, mais ça n'a pas changé grand-chose. La dernière fois, j'étais dans un parc public avec beaucoup de barbe. Il y a une fille qui passe en courant. « Oh mon Dieu, c'est la première fois que je vois un âne jardin noir. » Non, il y a un homme à qui j'aimerais bien casser la gueule. Vous connaissez celui qui a inventé les talons aiguilles? Mais il a gâché toute ma vie. Toutes les filles sur les talons aiguilles. « Salut Phil, comment tu vas? Tu vas bien ?» Et je te raconte pas la galère quand elle me fait la bise. On dirait une girafe qui boit au lac. Non, c'est la galère. Mais vous inquiétez pas, malgré ma courte taille, j'ai réussi à trouver l'amour. J'ai trouvé l'amour dans les bras d'une blanche. C'est magnifique. Mais les blanches vivent dans un conte de fées. Elles me réveillent au milieu de la nuit. « Phil, dis-moi que tu m'aimes. » Mais à quelle occasion? Moi, je suis un Africain. En Afrique, on ne gaspille pas le je t'aime. En Afrique, le je t'aime, c'est un joker. Ça se passe comme ça en Afrique. J'ai vraiment galéré. Phil, dis-moi, pourquoi tu n'es pas romantique? Pourquoi tu m'appelles jamais par ma chérie, mon amour ou bien mon trésor? Mais parce que tu ne t'appelles pas comme ça? Non, j'ai galéré. Du coup, je suis allé chercher l'amour au Maghreb. J'allais en Algérie. Et j'ai commencé à draguer comme un Algérien. C'est bien que dès que je voyais une jolie fille, c'était bah. Oh là, mademoiselle, tu es magnifique. Oh là, je suis rentré comme ça, mon cœur, il t'a vu, il a crié, oh, seigneuse, comment tu es mignonne. Continue de sourire, j'adore tes gencives. Oh là, mademoiselle, toi, ta beauté, c'est très trop. Mademoiselle, toi, je vais te faire le plus beau compliment algérien. Mademoiselle, toi, tu es vraiment, mais alors là, vraiment, Voilà, et j'aimerais juste dire par rapport à ta question à la Coupe du Monde, non, je crois, en tant qu'Algérien, je crois que franchement, pour la planète, on devrait boycotter la Coupe du Monde. Ouais, l'Algérie, elle a boycotté, elle n'a pas perdu, elle n'est pas éliminée, hein. Vous croyez que l'Algérie ne s'est pas qualifiée pour la Coupe du Monde? Mais non! L'Algérie a fait exprès. Par conscience écologique, l'Algérie elle a décidé de perdre le match contre le Cameroun pour justement boycotter la Coupe du Monde. Non, c'est ce qu'il faut faire. Donc, je vous invite tous à boycotter la Coupe du Monde et à faire un séjour en Algérie. Merci Luc, je vous laisse prendre la place. Viens à côté. Merci Luc, merci encore d'être venu. Un tour de passe-passe avant d'avoir Womankind sur le plateau de l'émission. Phil, ça fait combien d'années on ne s'est pas dit? Ouh, ça fait longtemps, hein. Première télé, c'était à l'UNESCO. Oui. Tu te rappelles? Oui, je m'en souviens, oui. Waouh, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. Alors, l'Algérie a perdu esprit. Raconte-moi un peu, parce que là, si tu devais être au Qatar pour commenter le match Algérie-France. Bon, si je devais... Algérie-France, déjà, il faut se poser la question de Mbappé, il va jouer avec l'Algérie ou avec la France? Ouais, parce que Mbappé, quand tu remarques bien, Mbappé, c'est le côté algérien de Kylian Mbappé qui marque les buts. Donc, quelque part, s'il doit jouer, il faut reconnaître qu'il joue une mi-temps avec la France, une mi-temps avec l'Algérie. Comme ça, c'est kiff-kiff. Et c'est toi qui vas commenter le match. Eh bien ouais, ça fera un tort, ça fera un spectacle incroyable. L'Algérie ne va pas vouloir. Non, mais l'Algérie, franchement, l'Algérie, elle va gagner. L'Algérie va gagner. Je crois que l'Algérie va gagner. Et après, si... En fait, de toute façon, l'Algérie a toujours un résultat. Soit elle gagne, soit elle laisse gagner. Mais jamais elle perd. Jamais elle perd. Le spectacle se jouera au Théâtre République prochainement. Oui, Théâtre République le 14 octobre à 20h au Théâtre République, mon tout nouveau spectacle, Just Feel It. Just Feel It. Pendant que Womankind s'installe, parce que là, ils sont en train de discuter en bas, je vais les engueuler. Et là, je t'ai vu sur les réseaux sociaux, tu t'échauffais, tu te préparais tranquillement. Oui, effectivement. Et c'est ton fiston qui commentait derrière. Exactement. Ben, je parlais du match...
C'était le Brésil contre la Tunisie. Et c'était censé être un match amical. Bien sûr. Et voilà, donc moi, en tant que Tunisien, j'aimerais quand même dire quelque chose, parce qu'on avait dit que c'était un match amical. Donc le match amical, normalement, c'est comme quand tu te bats avec ton frère, tu t'amuses, tu mets pas les vrais coups. Oui, voilà, c'est amical, tu vois. Donc nous, on a respecté le thème du match, on a fait match amical, on a mis un but, c'est tout. Mais eux, ils n'ont pas compris, je crois qu'il y a un problème de traduction. Comme les Brésiliens, ils ne sont pas francophones. Ils sont lusophones, ils n'ont pas compris la traduction de match amical. Ils ont compris peut-être match animal, donc ils ont été à fond. C'est pour ça qu'ils ont déplumé les aigles de Carthage. Ah ouais, donc il y a un camp qui n'avait pas compris que c'était amical. Voilà, parce que si nous, la Tunisie, on avait compris que ce n'était pas un match amical, mais on aurait fait la révolution de buts sur le gardien du Brésil, on aurait mis 10 buts. On aurait battu le Brésil. On y est. Le spectacle, tu l'as écrit et quelle serait la genèse de ce spectacle puisque tu reviens après une longue absence. Tu étais en Afrique et tu as joué des grands rôles dans des films. Oui. Et on ne t'a plus vu un peu ici et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il devient? Non, tu jouais en Afrique. Oui, je jouais en Afrique, j'étais beaucoup en tournée en Afrique. J'ai fait du théâtre, j'ai fait du cinéma, j'ai fait des masterclass, je voulais transmettre. Donc j'allais un peu partout dans le monde, je transmettais, je donnais des cours de stand-up, de comédie, d'écriture. Et j'avais besoin aussi de me retirer de la scène pour trouver l'inspiration, trouver quelque chose de nouveau. Tout se ressemble un peu. Voilà, je voulais du neuf, quelque chose de voilà. Donc ça m'a pris un certain temps. Et là, ça y est, j'ai trouvé ce que je cherchais. Et je reviens sur scène. La date à République? Le 14 octobre à 20h, théâtre Le République, à la place de la République, à Paris. Phil Dowling, merci d'être là 2 secondes pour t'accompagner. Womankind, on écoute un premier titre. Les rideaux sont tirés, il fait nuit alors. Moi j'ai fermé les volets, je veux plus voir dehors. Je veux te respirer et te toucher encore. Je veux te regarder jusqu'à l'aurore. Oh, aime-moi, moi, jusqu'à demain. Aime-moi, moi, jusqu'au petit matin. Aime-moi, moi, et fais le bien. Aime-moi, prends-moi la main. Je veux surtout pas dormir, je veux tes baisers brûlants, caresser tes soupirs, je veux le velours élégant. Avant que le jour se lève, avant que le vent soulève la poussière d'une nuit sans trêve, avant que mon cœur en crève. Oh, aime-moi, moi, jusqu'à demain. Aime-moi, moi, jusqu'au petit matin. Aime-moi, moi, et fais le bien. Aime-moi, prends-moi la main. Avant que le jour se lève, avant que la nuit m'achève, avant de briser le rêve, avant que mon cœur en crève. Oh, aime-moi, moi, jusqu'à demain. Aime-moi, moi, jusqu'au petit matin. Aime-moi, moi, et fais le bien. Aime-moi, prends-moi la main. Que cette nuit jamais s'achève, même si l'amour n'est qu'un rêve. Et moins fort la vie est brève, avant que mon cœur en crève. Oh, même si l'amour que tu me donnes n'en est pas, je m'en fous, donne-le-moi.
Womankind, merci, merci. Restez en place 2 secondes. Restez encore en place pour un second titre. Mais pour l'heure, retrouvons une identité française. Rosemonde Catala. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à Marciac. Tout à fait. Je te tutoie, hein, parce Ouais, qu'on se connaît bien. Tu signais déjà une pièce de théâtre autour du jazz. Ouais, Ce qui tout à m'avait fait. beaucoup plu, et je suis allé chercher un petit peu pour découvrir un peu ton univers, et j'ai remarqué que tu étais metteuse en scène, auteure et comédienne Également. également. Raconte-moi ton parcours un peu, parce que j'aimerais que celles et ceux qui nous regardent en ce moment puissent savoir qui tu es, parce que je te rends compte qu'à Marciac, tu vis pas loin. Exactement. J'habite à la frontière du Gers et des Hautes-Pyrénées. Mais par contre, bon, je suis parisienne d'origine. Oui. Et j'ai fait un petit peu l'inverse de tout ce que tout le monde fait. C'est-à-dire qu'à 20 ans, j'ai quitté Paris pour aller exercer mon art en province. Voilà. Exercer ton art en province des chemins faisant, tu as signé énormément de pièces, et là, aujourd'hui, tu reviens au devant de la scène avec ton premier roman. Ouais. En fait, ouais, c'est un livre que je portais depuis longtemps et il est donc paru. Et parce qu'à la base, mon premier choix artistique, c'est l'écriture. Et donc, voilà, comme je ne peux pas toujours mettre en scène exactement ce que j'aimerais, dans l'écriture, au moins, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite Voilà, à exactement. l'imagination, mais aussi au récit, parce que c'est plutôt un récit qu'un roman entièrement imagé, puisque tu as soit l'histoire au cœur des années 90 quand Mitterrand arriva au pouvoir, avec tout l'espoir que cela engendre. Et dans cette vie de femme, une rencontre improbable mais fort réussie avec un homme d'origine algérienne. Et cette union qui, dans un monde mené et tambour battant par la gauche, aurait pu passer pour quelque chose de normal, eh bien non, ça foire, et tous les espoirs, évidemment, s'effondrent avec cette union-là. Raconte-moi, pourquoi installer ce récit au cœur de cette année-là, et comment tu la trimbales tout au long de ta vie? Alors, moi, je trouve que c'est intéressant, enfin, au niveau du choix de la période, les années 90, c'est vrai que pour moi, tout ce qui se joue aujourd'hui prend pas mal racine à ce moment-là, enfin, dans cette période, et maintenant, on a un peu la distance, enfin, 30 ans nous séparent des années 90. Il y a eu la Coupe du Monde aussi qui est passée par là. Oui, il y a eu la Coupe du Monde, et on peut peut-être regarder cette période avec un peu plus de recul, et notamment la période Mitterrand. Là, c'est la deuxième élection de Mitterrand. Et donc, j'ai voulu que ce soit le fond, le prisme de cette histoire. Mais les germes de la division nationale étaient déjà là, puisque Voilà. Mitterrand a dû affronter une droite qui se cherchait déjà une identité forte et séparatiste. Ouais, et puis Mitterrand, finalement, il incarne un peu ce qu'aujourd'hui, qui est récupéré par l'ensemble des politiques, c'est-à-dire cette ambiguïté à la française, quoi. C'est-à-dire que c'est l'homme politique qui a joué un peu sur tous les tableaux. Et du coup, cette notion d'ambiguïté, elle est tout à fait, pour moi, très représentative d'une part de l'identité française. Et donc, lui, il incarne ça dans toute sa splendeur, en étant à la fois un ancien résistant, quelqu'un qui a été à Vichy, en ayant, pendant la guerre d'Algérie, eu un discours double. Enfin bon, voilà. Et comment cela a impacté dans cette histoire d'amour avec cet homme d'origine algérienne, et toi derrière, cette histoire, comment tu l'as portée et comment tu l'as vécue? Parce que la famille s'en est mêlée aussi. Ouais. Et ce que tu ne soupçonnais pas, t'as entièrement... Je lirai un petit extrait tout à l'heure. C'est une espèce d'éclaboussure que tu as reçue en retour, parce que toi, tu étais une femme heureuse, amoureuse. Ouais, il y a ça, mais il y a aussi...
comment dire, oui, il y a la réaction d'une famille, on va dire, un peu bourgeoise, française, qui peut réagir un peu violemment face à la rencontre avec, entre guillemets, l'autre, l'étranger, toutes les projections qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'autre qui incarne le danger, tout ça. Mais au-delà de ça, il y a le propre mystère dont cette famille est porteuse, et qui, pour moi, est un éclairage, justement. On ne peut pas tout dire, parce Voilà. que c'est l'essence même du roman, parce que mieux vaut le centrer sur l'histoire de cette rencontre, mais derrière... À travers, en tout cas, cette rencontre avec cet homme qui est musulman, qui est un enfant de la guerre d'Algérie, qui est né en pleine guerre d'Algérie, qui va migrer en France en 65. À travers cette histoire, finalement, c'est la rencontre de l'autre qui va lui permettre d'accéder à son propre héritage qu'elle ignore. En fait, il y a un problème de transmission, et qui va l'éclairer à la fois sur son identité, mais aussi sur une identité plus globale des choses. Et puis on arrivait à la fin des 30 Glorieuses aussi. Économiquement, la France ralentissait. Donc il y a le doute qui s'installe. On reviendra là-dessus tout à l'heure. Nous allons... ils se sont déjà assis, votés. Womankind. Portez pas. Aujourd'hui, c'est une formation extrêmement réduite parce que vous êtes 5 ou 6. On est 5 et des fois 6, effectivement. Moi, je vous ai connu à 6, mais et tu tournes énormément parce que moi, je reçois beaucoup de dates de concert de toi. Mais c'est qui ton manager? Comment ça se passe? Parce que là, pour l'instant, c'est moi le manager, mais on passe de changer. On est en train de discuter avec des gens justement pour pouvoir peut-être externaliser. Ça, on va tourner encore plus. C'est ça l'idée, en fait. Et est-ce que la plupart des hommes qui t'entourent collaborent à l'écriture de ta musique ou à l'arrangement? Comment tu travailles? Parce que moi, je te vois par Mons et par Vaux, tu enseignes aussi. Hein, oui, je suis prof de chant. Ouais, tu es prof de chant. Et à quel moment? Et puis, tu es mère de famille aussi. Au fait, c'est pas Womankind, c'est Wonder Woman, quoi. Merci. Non, mais effectivement, je travaille. Effectivement, moi, j'ai souvent des idées de chansons qui me viennent comme ça, donc je fais les paroles, la musique. Mais en fait, depuis quelque temps, en fait, on a justement collaboré sur la composition avec Aurélien. Donc Aurélien Pépin-Le Haller, voilà, qui lui m'apporte. Enfin, il a des mélodies comme ça qu'il me partage, sur lesquelles en fait je propose en fait des textes. Donc on a une chanson autour de Pierre Richard qui va arriver. Voilà. Pierre Richard. Ouais, c'est un gros projet en fait qui est en cours, mais pour l'instant je n'en dirai pas plus. Voilà. Et au piano, tu as... Au piano, c'est Julien Bréval. Donc Julien, lui, il est compositeur, arrangeur, et en fait, mais pas dans le groupe. En fait, les arrangements des chansons en fait sont faits de manière collective, donc avec basse, batterie, avec tous les 5 musiciens, donc qui sont donc Raphaël Ducourant. Et l'essence même du groupe tourne surtout autour de blues. Oui, c'est ça, c'est l'esprit du blues à la fois, mais c'est aussi teinté, tu vois, de tous les voyages que moi j'ai pu faire. Moi, j'ai habité au Mexique, donc il y a beaucoup en fait de sonorités. T'as habité au Mexique, tu sais que tout à l'heure je vais recevoir un styliste mexicain, mais on n'en avait pas parlé. Il m'a fait une robe. Mais oui, c'est vrai. Donc il y a plein d'influences qui viennent d'ailleurs en fait. Et c'est ça, c'est en fait un peu étrange. Je ne maîtrise pas en fait les influences qui me traversent. En fait, je les accueille et j'en fais ce que je peux. Traverse. On écoute un second titre. I hate you for loving you. Merci. Was it you that day? Why did I love you in fact? Why did I fall for you that day? Why did I choose to stay? When you had nothing for me, nothing
nothing to give, nothing at all. So why couldn't you let me free? But like a thief, you took it all. I wasn't here that day. Why did you come my way? Why should I throw my life away? Why did I choose the pain? All I do is wrong to you, you see. When you shot me, I feel so mean. Then you play around for jealousy. When I lose my nerve, you simply make fun of me. And now I hate you. I hate you. I hate you for loving you. Was it here that day? Why did I love you in vain? Why can't we change the play? Why am I still praying? I wish could have been somebody else, someone who could care and love me. But I picked you and now I blame myself. Should be so hard to be happy. And now I hate you. I hate you. I hate you. Oh, loving you. I hate you. I hate you. Oh, loving you. Sylvie, Womankind. Merci. 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 Merci, Merci Wilson. les hommes. Raccompagnez la belle Sylvie dans... S'il vous plaît. Merci. Une identité française de Rosemonde Catala. J'aime bien cette scène incroyable où tu découvres et tu as accès aux petits secrets de famille. Petit gros, quoi. Ouais. Petit gros. Tu dis le bureau était clair, lisse, sans aspérité, apparente. La petite lampe de chevet, les lunettes de vue, le livre sur le grand procès de l'histoire. Tout se trouvait à sa place. J'ai ouvert le premier tiroir et là, bien en vue, j'ai découvert un petit paquet de lettres soigneusement ficelées entre elles. J'ai détaché la première de la pile et celle-ci s'adressait à mon grand-père. J'avais violé l'entrée du temple, je serai foudroyé. 20 juillet 1942. Et c'est d'autant plus intéressant que
Il y a l'histoire d'amour, il y a les secrets de famille, et la rencontre des deux, et surtout aller à la rencontre de ce que cache la famille, et aussi découvrir le pourquoi du comment, et tout s'en mêle, et ça crée le clash. Ouais, le clash, c'est-à-dire la rupture nécessaire, en tout cas, avec une certaine façon de penser. Mais voilà, c'est un roman. Hein, c'est un roman, donc du coup... C'est un roman qui relate quand même des faits bien précis, quoi. Disons, c'est une autofiction. Okay. Donc, effectivement, et comme ça a trait à la question de l'identité, forcément, voilà, il faut partir d'une identité bien précise. Et donc, on ne peut pas tout inventer. Et c'est pour ça que j'appelle ça une autofiction, parce que je tiens à ce que mon personnage soit en dehors de moi. C'est vraiment Jeanne. Moi, c'est Rosemonde. Mais ce clash, ouais, il se situe à plusieurs niveaux. Et c'est vrai que j'ai voulu pas raconter une histoire d'amour, ni raconter un secret de famille. Ce qui m'intéressait, c'était de montrer le lien, justement, entre des choses qu'on a tendance à séparer et de faire marcher tout ça ensemble. Donc, il y a aussi la question... L'histoire d'amour se trouve aussi au confluent d'une époque, d'une histoire de famille. Et puis, elle agit un peu comme un prisme, c'est-à-dire que là aussi, au niveau de la guerre d'Algérie, puisqu'il est donc enfant de la guerre d'Algérie, fils de Félaga, élevé par un harki. Et du coup, ce prisme-là va permettre à Jeanne d'accéder à sa propre part cachée. Sa propre part cachée. Rosemonde Catala, c'est aux éditions Arcade 17. Et c'est assez marrant parce que tout à l'heure, Luc Châtel, vous êtes dans la même maison d'édition. Oui, tout à fait. Et là, vous vous en rendez compte On est content de se rencontrer. Une identité française. Merci pour cette invitation. Merci d'être venu dans l'émission. On se retrouvera forcément à Marciac ou ailleurs, ou à Paris. À Marciac. Et merci. Avec grand plaisir. Pour t'accompagner, un monsieur qui sera en concert à la galerie prochainement, Vicente Chispa. Et que j'ai plaisir à rencontrer parce que c'est l'artiste maison qui expose en ce moment, mon ami Franck Quimper, qui viendra vous donner, juste avant vous jouer, le coup d'envoi. Je l'invite. Et il prendra la place évidemment de Rosemonde. Et vous allez raccompagner par vos belles mélodies, Rosemonde. Et tu leur demandes de jouer pour toi.
cantemos los dos, que cantando la colombiana se nos pasa la vida mejor. Y ven aquí, cantemos los dos, que cantando las colombianas se nos pasa la vida mejor. Vicente Chispa, comment va? Ben, t'as le micro. Hein. Ah oui, mais il faut que je me rapproche là-bas. Non, il te le retirera et puis tu vas parler dedans, et, tout simplement. Ok, bonjour Wilson. Le micro, il faut parler dans le micro. Bonjour Wilson. Voilà, tu vois, on entend. Comment vas-tu? Très très bien, écoute, ça va, c'est un plaisir d'être ici avec toi. D'ailleurs, on te remercie pour l'invitation. Mais dans le micro, c'est pas comme ça, c'est comme ça le micro. D'accord. Merci pour merci pour l'invitation. Oui. Et voilà, c'est un plaisir d'être ici avec vous, quoi. Eh bien, le plaisir est vraiment partagé. Présente-moi tes amis un peu, s'il te plaît. Alors voilà, à la basse, il y a mon ami de toujours, Franck. Oui, que j'ai eu l'occasion de rencontrer sur l'avenue Domenelli il y a quelques années. Et je crois que vous vous connaissez déjà. Oui, quand je dirigeais un établissement très très culturel et très haut en fait, quoi. Très bien. Et percu, chanteur. Et le chanteur, c'est un garçon qui vient de Jerez. Ça fait pas longtemps qu'il est à Paris et il s'appelle Junquerita. Junquerita, bonjour, bienvenue dans Avant-Garde. Et tu vas être prochainement en concert, évidemment, ici. Et comment s'installent un peu tes concerts? Comment tu travailles? Et dans quel état tu erres quand tu composes? Raconte. Je te connais pas beaucoup. Oui. C'est Franck qui nous a présenté, donc je te découvre. Oui. En fait, tu me demandes quoi? Tu me demandes dans quel état je suis quand je compose? Oui, comment tu te fais minable quand tu veux créer? Bah écoute, non, pas forcément, non, ça dépend des moments. Il y a des fois, tu peux être en train de faire de la cuisine et tout d'un coup, tu as une mélodie qui t'arrive dans la tête. Et puis tu prends la guitare et tu dis ouais, c'est bien. Puis il y a des fois, tu restes des heures avec la guitare. Parce que toi, quand tu cuisines, tu arrêtes pour aller jouer à la guitare. Ça peut m'arriver, ouais. Ah d'accord. Ça peut m'arriver. Toi, non. Moi, quand je cuisine, je cuisine. De toute façon, je ne peux pas bouger. Franck ne sera pas content. Non, mais une mélodie ou quelque chose comme ça peut être à n'importe quel moment. Ça peut être au moment où tu te réveilles, au moment où tu te couches, voilà. Après, je te dis, tu peux être, par exemple, des heures en train d'étudier un instrument en te disant je vais trouver une mélodie, puis tu n'en trouves aucune. Parce que il n'y a pas de, moi, j'ai pas de secret particulier, j'ai pas de système particulier, quoi. Dans quelques jours, tu seras en concert ici. On restait en place pour un second titre, 2 secondes, pour que j'entame mon petit voyage avec l'homme de la journée, puisque depuis le début de cette émission, vous découvrez évidemment les œuvres et les peintures de Franck Quimper, qui expose à Rare Galerie jusqu'à fin octobre. Et surtout, fin octobre, on sera à Cannes ensemble pour une expo qui aura lieu au Miramax, et c'est dans le cadre du Festival international du film panafricain. Franck Quimper, bonjour. Bonjour Wilson. Comment vas-tu? Écoute, ça va très bien, merci. Ouais, mais ça va être très difficile, je vais devoir t'interviewer. Bon, je l'ai déjà réussi par le passé et je peux toujours réitérer cela. Mais je n'avais pas sous les yeux, évidemment, tous ces toiles qui égayent la galerie, Rare Galerie. Chemin d'homme,
un titre que tu as voulu et que tu as eu et qui accompagne cette exposition qui est centrée sur l'humain. Oui. Alors, chemin d'homme, oui, en tant que chemin d'un fils de l'homme. Hein. Oui. Voilà, un parcours d'humanité, comme tant d'autres, hein, mais en l'occurrence celui que je connais, à savoir le mien. Celui que tu connais, à savoir, mais s'il vous plaît, parlez dans le micro. Moi, je parle dans le micro, là, tu vois. Ah. Mais vas-y, dans le micro. Dans le micro. Voilà, tu vois, on t'entend là. D'accord, Parce que, d'accord. Quand vous parlez comme ça, forcément, on n'entend pas. Et l'humanité au cœur de cette exposition, moi, toute l'étoile ne date pas de cette année. C'est une espèce de rétrospective de ton travail que tu présentes pendant ces 2 mois à la Rare Galerie et surtout porté par, évidemment, ton image fétiche et qui est représentée par ce grand guerrier qui est le personnage emblématique de ton travail. Mais il y a aussi ce jeu de personnages. Je vais demander à Lucas de prendre... tiens, il y a Aïssata qui est juste derrière, que tout le monde a eu l'occasion de contempler durant tous les concerts. Aïssata, c'est le tableau, hein, c'est pas le chanteur. Merci, Lucas. Voilà, il faut le centrer vraiment dessus. Et parce que toute la soirée, celles et ceux qui regardent cette émission... contemple évidemment Aïssata. Aïssata, à quel moment tu l'as peint? Et qu'est-ce que tu veux nous partager? Qu'est-ce que tu veux nous dire à travers le portrait d'Aïssata? Alors, Aïssata, c'est Aïssata sur les rives de Manhattan. D'accord. Pour moi, cette peinture, ce portrait représente l'arrivée après un très long voyage de 3 mois, dans les caravelles, à fond de cale, entravée, d'une personne emblématique de la traite négrière, issue, voilà, qui arrive pendant la période de la traite négrière. Alors c'est l'une des mères, des femmes, des sœurs qui arrive sur les côtes et qui regarde la côte, et à partir de là, que va-t-il advenir de cet archétype, entre guillemets, sont nés des peuples nouveaux, est sorti l'amour, l'attention, l'abnégation de soi, l'abnégation c'est souvent de soi, mais qui a permis l'élévation de tous ces peuples, que ce soit les peuples afro-caribéens, afro-américains, de tous ces peuples qui sont sortis d'Afrique et qui ont constitué la diaspora dans l'ensemble du monde. Voilà, c'est une des mères qui a construit, dont sont issus chacun de ces peuples maintenant qui se retrouvent aux 4 coins du monde. Aux 4 coins du monde. Et quand on parcourt un peu tous les portraits qui sont ici, il y a toujours ce lien, parce que l'expo est conçue de telle sorte que tous ces personnages posent question. Tous ces regards sont constamment tournés vers celui qui vient contempler les peintures. À l'image du personnage en jaune qui nous regarde, qui nous pose des questions à côté, il y a aussi ce regard qui est toujours, où le guerrier de Guadeloupe est derrière celui qui a le visage qui fait pleurer un peu les personnes qui viennent ici de Jésus, ou encore cette toile qui est juste derrière moi. On sent le regard pesant. Alors c'est le regard présent, surtout pour moi. Je pense que le regard, c'est très 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 important. Je suis peintre. Quand je travaille, je ne travaille pas le regard lui-même, mais c'est peut-être un regard intérieur avant tout. Un regard intérieur qui se
porte quand on est face à une toile, alors de la toile vers nous, de nous vers la toile. J'ai pris conscience aussi qu'il fallait, moi, que j'éduque mon regard à plein d'égards. Et donc, c'est tout. Il y a beaucoup de choses pour moi dans le regard, et peut-être que c'est ce qui ressort des toiles, un regard sur soi, sur son histoire, sur l'autre, sur l'humanité, etc., etc. Merci. L'Expo, c'est jusqu'à fin octobre. Merci d'être passé sur le plateau d'Avant-Garde. Merci. Pour nous narrer évidemment ce que tu traites. Vicente, un second titre. Et merci encore d'être venu dans l'émission Avant-Garde. Merci Franck. Hoy quisiera volar hacia el cielo y cogerte una estrella fugaz y ponerla en tu pelo y juntos poder caminar por el ancho cielo y que la luna y el sol detrás nos vayan siguiendo.
Vicente Chispa est prochainement en concert, évidemment, à la Galerie. Merci. Merci d'être venu dans l'émission. Merci. Et tu seras là au concert avec lui? Ok, d'accord. J'en suis bien heureux. Ah ouais, ça fait plaisir. Le micro est à toi, Sulike. Un prisonnier sans étoile chez Ramsey Éditions ou Ramsey Éditeur, c'est Selon, et c'est signé Sulike. C'est la première fois qu'on se rencontre parce que j'ai vu le titre de ce roman et j'ai remarqué que c'était écrit par une femme noire. Et je me suis empressé à savoir, ça racontait un peu quoi, c'est quoi l'histoire. Et j'ai découvert ensuite que c'était un roman. Et je me suis dit, mais ça bouillonne dans la tête de cette fille. Et qu'est-ce qu'elle veut raconter? Au fait, je ne connais pas Sulike. Qui est Sulike? Alors donc Sulike, c'est une femme. Je vois, une belle femme. Une femme noire qui est d'origine togolaise et béninoise de par ses parents et qui est également française et qui est enseignante également et qui écrit quand elle a un peu de temps. Elle a un peu de temps. Et ce roman raconte... Je ne vais pas tout dire parce que je suis sûr qu'un réalisateur l'achèterait et que ça ferait l'objet d'un long métrage, j'en suis absolument persuadé. Un prisonnier sans étoile, c'est l'histoire d'un noir africain qui, évidemment, fait ce voyage en Europe puisque la francophonie oblige. Déçu pas, évidemment, le côté assez répulsant de la France de son époque. Il décide d'émigrer aux États-Unis. Non, c'est le contraire. Il est venu d'abord en France. Et non, d'abord il va aux États-Unis et ensuite il va en France. Mais c'est un francophone. Oui, c'est un francophone parce que le Togo, après la Première Guerre mondiale, est devenu un protectorat français. Après la Première Guerre mondiale, oui. Est devenu un protectorat. Donc les États-Unis, la France. Moi, je pensais qu'il était marié à une Allemande, mais c'est plutôt sa fiancée. Et puis, il y a la Seconde Guerre mondiale, la déportation, et il faisait partie des gens qui ont subi le racisme et la haine allemande, alors que la beauté de l'histoire, c'est que sa fiancée allemande réprouvait évidemment ce que faisaient les Allemands. Oui, tout à fait. Et puis, ça traduisait aussi l'idée que beaucoup d'Allemands n'étaient pas d'accord avec Hitler. Oui. Et je trouvais que narrer l'histoire de cette façon était très, très intéressant d'accoler à cet homme une femme blanche allemande. Une femme très courageuse d'ailleurs, qui prend le risque de tomber amoureuse d'un Togolais, d'un Africain, d'un Noir, puisqu'en Allemagne, pendant le Troisième Reich, il était tout à fait interdit de s'unir avec un Noir ou une Noire. La race aryenne devait rester intacte. Intacte. Mais l'histoire de la vie a toujours prouvé le contraire. À quel moment a germé dans la tête de Sulike cette histoire? Ouh là là, c'est assez long à raconter. On va dire que l'histoire est venue à partir de celle de mon grand-père. Parce que le prisonnier sans étoile est aussi togolais. Il est aussi togolais. Mon grand-père était togolais, mais je ne l'ai jamais connu. Il n'a jamais été déporté dans un camp en Asie. Mais je me suis posé des questions quand... Ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver et c'est arrivé. Beaucoup de Noirs ont été déportés dans des camps nazis de travail pendant la Seconde Guerre mondiale et lors du Troisième Reich en Allemagne et à l'étranger. Ouais, mais leur histoire, on ne la racontait pas. On avançait juste qu'il y a eu des homosexuels qui ont aussi été envoyés parce qu'ils étaient homosexuels, mais les autres étaient noirs, donc ils ont été envoyés, et d'autres étaient prisonniers de guerre, et ils ont été envoyés. Mais ce prisonnier sans étoile était aussi un intellectuel. Oui, c'était même un grand médecin, un grand chirurgien, qui donc était très reconnu par ses pairs blancs, français, et qui soignait tout le monde, qu'ils soient allemands, nazis, français,
pétainiste ou non. Il se devait de soigner tout le monde. Et l'histoire, moi, je veux comprendre un petit peu, parce que la construction de cette histoire qui n'est pas, qui reste une histoire imagée, hein, mais c'est un roman, mais qui retrace aussi, parce que c'est très documenté. Oui. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, vous plongez le personnage, c'est une fiction, mais vous le plongez dans une histoire qui se déroule dans un monde complètement réel, Oui. et que celles et ceux qui sont un peu avides d'histoire peuvent découvrir un peu comment, à l'époque, vivaient ceux qui étaient soi-disant différents, ou juifs, ou noirs, comment ils vivaient sous le régime nazi ou les zones dominées, conquises par l'État allemand. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et le prisonnier sans étoile, on en reviendra un petit peu tout à l'heure, mais le concept de l'émission, c'est d'avoir des petites parenthèses musicales qui nous permettent de nous évader avec des musiciens de talent, à l'image de cette charmante demoiselle qui, il n'y a pas longtemps, était en concert là, devant moi. Italienne. Et l'actualité italienne, on en reviendra tout à l'heure, parce que à un moment, on aurait pu penser que Mussolini était aussi pas loin dans cette histoire. Et surtout qu'une adepte des valeurs de Mussolini vienne de prendre un peu le pouvoir en Italie, et qui n'a rien à voir avec ma chanteuse, forcément, puisqu'elle est... Et je dis peut-être un petit peu. Un titre, et on vient à ta rencontre. Ok. Et je vais vous jouer de temps en temps. De temps en temps, signé évidemment Alda Valli. Bonjour, je me présente, je rêve de temps en temps. Garde le verre de mes plaines, resserre à être moi-même. J'aurais envie d'écouter les étoiles, être debout sur les nuages. J'aurais envie d'écouter les étoiles. Est-ce qu'il vous reste une petite place? Oui, j'en suis consciente. Je rêve assez souvent. Garde le verre de mes plaines, resserre à être moi-même. Dis-moi, 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 il y a du vent dans ton verre, t'as peur d'être toi-même. Est-ce que t'as envie d'écouter les étoiles, être debout sur les nuages? Est-ce que t'as envie d'écouter les étoiles, ou tu préfères rester en bas?
présente. Je rêve de temps en temps. Alida Valli, elle rêve de temps en temps, elle est passée par le métro parisien, ensuite le concert évidemment à Rare Galerie, et puis cette émission. Et que reste-t-il de la mouvance italienne qui sommeille en toi? Parce que lors de ton concert, j'ai même eu des gens qui sont venus d'Italie carrément pour venir t'écouter ici. Et tu étais toute rouge tellement tu étais heureuse. Toujours. Ça, c'est ma marque. Raconte-moi, moi je suis toujours stupéfait de voir des gens qui vont chanter dans le métro. Il faut beaucoup de courage pour ça. Bah, je pense pas que c'est une question de courage, c'est une question de vouloir justement trouver une connexion avec quelqu'un et ne pas, dans mon cas, dans mon avis, ne pas forcer les gens à imposer une musique ou un style ou un texte. Justement, pouvoir voir comme les personnes restent appelées par la musique, ils sont attirés par quelque chose et donc c'est une émotion peut-être qui les porte vers moi. Et c'est ça qui j'adore du chant dans le métro ou dans la rue, c'est justement pouvoir voir comment les gens restent attirés et par quoi ils sont attirés aussi. Par ta musique. Il y a une audition qui se fait avant d'aller jouer dans le métro. Oui. Et puis donc on a le pass pour y être. Et comment tu dirais en italien, je suis très heureuse d'avoir chanté dans le métro parisien, en italien? Parce que je n'ai jamais entendu parler italien. Oui, c'est vrai. Comment tu dirais, je suis très heureuse d'avoir chanté en italien? Sono molto felice di aver cantato. Oh, c'est beau. Merci. Merci. Valli, à bientôt. Merci encore. Un prisonnier sans étoile de Sulliquet chez Ramsey Éditeur ou Édition, c'est selon. C'est un roman, c'est un roman. C'est pas une histoire vraie, mais c'est inspiré de beaucoup de choses. Mais j'avais consacré une émission à Joséphine Baker il y a pas longtemps. Et pour une chanteuse noire qui s'est battue aux côtés des résistants, qui était une espionne de guerre, l'intellectuel qui était ton personnage, qui s'amouache d'une Allemande, qui, elle, se battra pour lui, pour qu'on le libère. On ne va pas raconter le dernier pan de cette histoire. Ça traduit quoi exactement C'est une histoire d'amour, tout simplement. C'est une histoire d'amour. En fait, Sylvestre est aimé par plusieurs femmes. C'est le personnage, le prisonnier sans étoile. Oui. Et donc, il est énormément aimé et lui-même amoureux de Anna, donc, qui est cette Allemande qu'il rencontre de façon fortuite à Paris. Il a une épouse également au Togo. Oui. Voilà. Et il y a également une histoire d'un amour filial, voilà, entre Sylvestre et c'est un intellectuel bien installé dans sa vie, qui a eu à rencontrer. Mais il fait fi du racisme parce que ça lui glisse sur la peau, comme on dit souvent. Oui. Ça lui glisse sur la peau puisqu'il sait qui il est et à cœur vaillant, rien n'est impossible. Mais il a été ébranlé évidemment par ce racisme très très fort, très très dur des Allemands et qui l'a conduit évidemment à Auschwitz comme tous les Juifs. Et là, ça l'a ébranlé dans ce qu'il est en tant qu'homme. En tant qu'homme. Et en tant qu'humain. Voilà, en tant qu'homme, en tant qu'humain. Mais heureusement, il y avait une solidarité dans les camps entre les détenus. Oui, mais ça, les gens vont le lire. Sinon, de toute façon, quand on a ce sort,
on ne peut que s'entraider et discuter. Mais ça reste encore une autre histoire, parce que j'ai eu des échos que dans les camps, c'était aussi séparé. Hein. Les Juifs étaient d'un côté, les autres étaient de l'autre. Les communautés se forment, c'est comme dans les prisons. Hein. Oui, on reconnaît toujours les siens à l'aune des trucs. Mais ce roman, vous le portez, c'est la rentrée littéraire là depuis un moment. Il va falloir le vendre, parce que ça en fera. C'est un film, quoi. C'est vrai que j'ai beaucoup imaginé tous mes personnages et je les voyais physiquement, je les voyais vivre, je les sentais vibrer, je les sentais s'aimer aussi. J'ai senti aussi dans la douleur, lorsque Sylvestre, à un moment, se fait tatouer, je ressentais cette douleur du tatouage sur sa peau. Ça a été très, très poignant à écrire. Très poignant à écrire. Et l'idée de... Là, tout à l'heure, j'ai voulu un peu savoir un peu plus sur vous. Mais cette histoire aurait pu être portée par n'importe quel homme de couleur noire, quoi. Ah oui. C'est pas spécifique aux Togolais. Non, du tout. Et Serge Billet, qui est un auteur plutôt reconnu, a écrit le livre Noir dans les camps nazis. Oui. Il a également produit un reportage avec beaucoup de témoignages de personnes noires qui ont été incarcérées dans des camps nazis. Oui, mais à l'inverse, je le récite toujours, parce que Sylvestre, le personnage que vous décrivez, était plutôt un nanti, quelqu'un d'érudit, très intelligent, et qui aurait pu passer entre les gouttes. Parce qu'à la même époque, Joséphine Baker chantait pour des Allemands, discutait avec des Allemands et recueillait des informations, et pourtant elle n'a jamais été déportée. Lui, c'est la malchance. En lisant le livre, vous saurez pourquoi. On le comprend, c'est pour ça que je parle de Joséphine Baker, Un prisonnier sans étoile. Rapsé, éditeur, Sulike, merci d'être venu dans cette émission. Il s'appelle Kaludja. Il est là, il n'est pas sur scène encore. Ah, je suis toujours là, je suis toujours stupéfait, parce que la plupart des gens attendent toujours qu'on les annonce. Comment vas-tu, Kaludja? Tu as le micro, hein? Yeah. Tout va bien. Tout va bien, tout va très bien. Heureux avant que tu ne chantes, parce que tu vas raccompagner Sulike avec ton son absolument endiablé, voici un monsieur que j'ai rencontré quand il faisait la première partie d'Alpha Blondy au Bataclan. C'était vraiment puissant, et puis chemin faisant, on ne se lâche pas beaucoup. Présente-moi tes amis, s'il te plaît, ceux qui sont là. Yeah. L'homme à la base se nomme Ferdinand Tapé. Yeah. Big up. Earl, professeur de danse, professeur de percussion, chanteuse. Elle est venue nous apporter un coup de main. C'est Lou Blagon. C'est Lou Blagon. Un nom à retenir parce qu'elle est ambassadrice de l'UNESCO. Elle va continuer. Donc, je pense que tu as tout dit. Moi, je suis passionnée de notre culture. Donc, c'est vraiment avec grand plaisir. Je suis Célou Blagonet, promotrice culturelle, ivoirienne, africaine avant tout, et fière de l'être. Merci. Waouh, tout est dit. Et à la guitare, c'est un sénoufo. En Côte d'Ivoire, il y a des plaisanteries d'alliance. Voilà. Et un sénoufo, de facto, est le petit d'un gourou. Restez en place. Le temps, parce que je veux... Il s'appelle Jano. Attends 2 secondes. Je ne l'ai jamais entendu jouer à la guitare. Fais-moi un petit truc, là. J'entends pas la guitare. Hein. Je voulais surtout ça. All right. Well, ok. J'ai compris. Merci, Sulike. Merci. Je vais accueillir Eddie Cor.
Edicor, styliste mexicain qui était à la Fashion Week il y a quelques jours. Restez en place, restez en place. Faites de la place, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Et légèrement montez la jambe parce qu'il faut faire attention à la caméra. Voilà. Edicor, come on. Excellent. Tu as le micro pour toi. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, merci. Très bien, merci. Moi, je suis très heureux de te rencontrer sur le plateau. De toute façon, il y a un ami à moi qui va te consacrer prochainement encore une émission qu'on va enregistrer ici. Je crois que c'est fin octobre que ça aurait lieu. Tu es un styliste mexicain et maintenant tu es à Paris. Oui, j'ai commencé d'habiter ici à Paris, mais je commençais à travailler en 2017. Non, 2010, pardon. 2010. Et mon rêve de travailler ici était très fort, que je commence de travailler pour venir à Paris et trouver des gens. Et rencontrer des gens, là, à l'image évidemment de ton mannequin vedette qui t'a accompagné aujourd'hui pendant que Lucas reste sur elle. Nous allons essayer de comprendre. Tu as commencé comment t'es venu à la mode? Parce que j'ai eu dire en travaillant sur ta bio, tu es un chanteur. Tu es un chanteur lyrique classique, tu es un ténor. Contre-ténor. Contre-ténor. Oui. Et tu joues du piano, tu es reconnu en tant que chanteur lyrique, et pourtant, c'est la mode qui te révèle. Oui, je commençais de faire de l'art depuis que j'ai commencé d'aller à l'école, et aussi pour moi de danser, faire la peinture, chanter et avoir l'opportunité de faire de l'art, pour moi était une chose d'inspiration, mais je cherchais une façon de faire autre chose que ce n'est pas uniquement de l'art, sinon une chose qui m'a fait un complément pour moi. Et je fais de l'Europe, de la création, mais je prends de l'art pour faire des créations. Créer ce que tu aimerais voir les gens porter. Mais moi, je reviendrai encore à insister parce que je veux comprendre ce qui a animé, ce qui t'a conduit à la mode, alors que prochainement, de toute façon, il y a un piano ici. Hein. Oui. Il y a un piano. Je ne vais pas te demander de jouer. Je ne vais pas te demander de jouer. Je ne vais pas te demander de chanter non plus. Ça aurait pu être génial. Est-ce que tu chantes toujours? Pour moi-même, oui. J'aime bien de chanter la musique baroque, que ça m'inspire beaucoup. Et très ici, par exemple, à Paris, que c'est très baroque, l'architecture, les gens aussi, ça m'inspire et je chante tous les jours. Et ce genre d'émission où tu as autant de musiciens que d'artistes, stylistes, écrivains, peintres, danseurs, j'aurais pu lui demander de danser, c'est là ton monde, là. Oui, parce que je pense que c'est tout un univers d'avoir l'information, aussi de la passion, et je prends toutes ces choses pour pouvoir créer. Pour créer, mais plus pour avoir l'information qui m'aide à avoir l'inspiration de la vie aussi. Et je trouve que ça, c'est trop important pour moi d'inspirer à les autres de les choses qui m'inspirent beaucoup et qui m'a fait très ému. La dernière fois, j'étais au défilé de mode que tu présentais à l'ambassade de Roumanie. Et puis, je discutais avec des gens et je me suis dit, il aurait pu être au piano et accompagner son propre défilé, tout en chantant. Oui, ça sera un concept très, très différent de la mode ici à Paris. Oui, oui. Mais tu pourrais faire ça. Je pense, si tu sais, à backstage, c'est fou, tout le monde travaille. On pourrait le faire ici à Rare Galerie une fois, ce genre de truc, ça peut être vraiment sympa. Raconte-moi cette création. Raconte-moi l'histoire de cette robe.
Ok, tu sais, je viens de Tijuana, qui est une ville dans le désert de Mexique, à la frontière des États-Unis. Et pour moi, que j'habite dans un espace qui est très désertique et très, très dur d'habiter, avec une situation et un mur que tu vois toute ta vie, pour moi, je m'inspire un peu dans cette texture de la montagne, de le désert, d'un espace qui s'appelle, que c'est mon état qui s'appelle Basse Californie. Et j'ai trouvé, comme toutes les fois que j'ai commencé à venir beaucoup à Paris, et j'étais dans l'avion et j'ai vu la montagne, les textures. Quand j'ai sorti jusque de Tijuana, j'étais comme, waouh, je n'ai pas vu avec beaucoup d'attention toutes ces textures. Et j'étais vraiment très inspiré de ça, parce que comme j'ai fait le change de vie pour venir ici, et j'étais comme, toutes les fois que je suis venu pour déménager, oui. J'étais dans ma tête comme, c'est mon adieu. Oui. et ça m'inspirait, était comme, c'est très bizarre quand tu es dans l'avion et tu vois comme le mer entre dans la terre et change. Ça, c'est une chose qui m'inspire de cette robe d'organza métallique avec le vert un peu de le cactus et tout. Et c'est ça une chose qui m'inspirait. Et je fais cette robe avec la transparence de une chose qui flotte dans le corps. Dans le corps. Elle s'appelle comment? Itzel. Ixel. Itzel. Ixal. Itzel. 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 Oh, it's you. Okay. You're gonna get down now and change and come back again, ou c'est le seul? C'est le unique piece. C'est l'unique piece. Je croyais qu'il m'avait dit qu'il y avait deux pièces. Ixel, c'est le privilège de l'animateur. Come just near me. Ouais, vous êtes jaloux. Stay here, it's very cool for me. C'est l'avantage de l'animateur, ça. C'est elle qui m'a dit de dire ça. Un titre, Kaloudia sur la scène d'avant-garde. All right. All right. Les sentables le pantalon perdu, soyez de prendre le passé des enfants de Dieu. Mon ami, est-ce que tu vois ça? Mais l'esprit du discernement nous montre la rabotation. La voix ensuite, en avant. Yeah, from the worst to the best. Babylon that can hold a man up. From the worst to the best. Babylon that can hold a man up. From the worst to the best. Well, Babylon that can hold a man up. From the worst to the best. Babylon that can hold a man up. Wow, bad man and sad was so happy we're living. Jolene and the fear of the Lord and the prison. I saw the press of Babylon, no longer we were following. Ignorance was the case, but your life we now see it. Sam is a son, say this so we keep on fighting along to the promise and that we climbing. Yes, to the top, you're a trumpet blowing. No matter what I want to Mosiah, we live in from the worst to the best. Babylon and Canada, from the worst to the best. Babylon and Canada, from the worst to the best. Well, Babylon and Canada, from the worst to the best. Babylon and Canada, again, never look back when the fire go burn. Enough every day, but not all we have to earn. Back to the road ties with this direction. No one fit contest history but me know. Behold the falling of the wall of Jericho. No one fit fight trumpet, we just blow. The white, red, yellow, and not take on board. The world is ours, conquer and go. From the worst to the best. Babylon and Canada, from the worst to the best. Well, Babylon and Canada, from the worst to the best. Babylon, sing it all. Yes.
Yes. Kaluja. Respect. Non, non, bouge pas. Les gens te connaissent pas parce que ton dernier titre, Je suis... Ça raconte quoi exactement? Ouais, je suis... C'est un cri de... C'est un ras-le-bol. Parce que je viens de Côte d'Ivoire, mon pays, et cette chanson a été composée 2 jours avant que je ne vienne en France ici. Et je suis là depuis 9 mois. Donc ceci peut expliquer cela. Mais la chanson, c'est un ras-le-bol et c'est un cri de rage. Les sociétés de téléphonie mobile nous prenaient 10% par rapport au transfert d'argent. Et tout d'un coup, il y a une société dont je ne vais pas citer le nom et qui est venue et qui nous a fait 0%. Et les sociétés qui étaient là depuis 20 ans, tout d'un coup, sont visitées par un philanthropisme immédiat et décident d'emboîter le pas à la nouvelle société qui a décidé de nous faire 0%. J'ai trouvé que c'était de la foutaise. Yeah. Pendant 20 ans, vous nous avez pris 10% et il a fallu qu'une société vienne pour dire qu'elle pouvait nous faire à 0%. Et là, de manière spontanée, là, dans cette hypocrisie, vous venez pour nous dire que nous, vous nous faites aussi 0%. C'est là que j'ai dit, j'ai fait ce proverbe d'Ida. Celui qui me donne banane braisée. Banane braisée, c'est le plat le plus basique chez nous en Côte d'Ivoire. Celui qui me donne banane braisée, celui qui me donne peut-être un sandwich quelconque ici en France, pendant que j'ai faim, il est mieux que celui qui me donne un caviar quand je suis rassasié. Et c'est comme ça que cette chanson... Je suis vrai, que tu vas nous faire... Attends, restez un peu en place. Et je régale celles de ceux qui, évidemment, tout au long de cette édition, ont découvert ceux qui font l'actualité par le prisme de la culture. C'est la première édition de la rentrée. On se retrouve prochainement, toujours au même endroit, pour parler de ce qui fait France. L'exception culturelle française s'installera évidemment tous les 15 jours dans cette émission pour vous amener que du bon. C'était Avant-Garde, l'émission qui vous en donnera toujours pour le temps que vous allez lui consacrer. Edicor, oui. Merci. Merci à toi. Merci. Mon ami Daniel Pop va te consacrer une émission prochainement. Et je suis le producteur évidemment de l'émission, ça sera enregistré prochainement ensemble. Et les amis, merci. Celle qui me parle à l'oreille. Lucas, merci. Et Julien, c'est éprouvant. Et ça sera encore meilleur. Merci encore. Merci et bon courage à tous. Et merci à tous celles et ceux qui sont venus à cette émission. Je vous remercie. Un dernier titre. Je suis brrr. Tu feras un autre titre. Ouais, Down the Crown. Down the Crown, oui, après le générique. Et merci encore pour cette émission. Merci Down encore. The Crown. Boom. Na 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 na, don't worry. Na 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 na, don't worry. Il a suffi d'une petite couronne pour que le temps s'arrête et que les homo sapiens s'enferment dans leurs éprouvettes.
Grandeur et décadence sont des voisins intimes. Quand tu deals avec la bim, pas d'arriéré sur la timba. Elle est là, la perfide pandémie. Elle s'approche et nous éloigne de nos amis. Ouais, le corona nous éprouve que tu cherches, prouve la voie de Pandore, ouvre et qu'on découvre. Nous avons cherché, aucun n'a trouvé, par solidarité, faut appuyer corona, couronné. Très rami nous chere à Ghana, corona. La terre est amère dans un équilibre précaire. Jah seul est notre repère dans cette atmosphère couronnée de mystère. L'OMS fait sa messe, trop d'hésitation. My people in the mess, manipulation. Les solutions sont là, les intérêts aussi. Le président parle là, mais il n'est pas le messie. Inexorablement, les masques sont tombés et le port du masque ne peut